Bien. Eh bien, bonjour, merci d'être venu aujourd'hui à notre rendez-vous. Nous sommes ravis, mon collègue et moi, de vous accueillir après 2 ans de pause pour le printemps, enfin le retour du printemps de l'Europe qui marque un événement important pour la ville et son engagement pro-européen. Et c'est pas Monsieur Durand, mon collègue, conseiller au cœur de ville et au commerce, qui me contredira, puisque justement le cœur de l'Europe bat partout dans la ville de Dijon et il y a un temps fort en particulier au cœur de ville, place du Barrezé, avec le village de l'Europe qui va regrouper tous les acteurs nombreux cette année. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons pratiquement doublé le nombre de participants. On est passé une trentaine de participants à presque 50, 49 très exactement. Événements, voilà. Et enfin, quand je dis participants, événements, bien entendu, sous diverses formes, que ce soit des expositions, des conférences, des concerts. Donc toutes les thématiques sont abordées à travers, en lien avec l'Europe, bien évidemment. Une pensée particulière, l'Europe est marquée bien sûr par la présidence française de l'Union européenne, mais aussi par la guerre en Ukraine. Donc nous travaillons à l'accueil des réfugiés depuis le début des événements et nous associons les associations ukrainiennes aux différents événements dans la mesure de leurs possibilités. Notamment, vous verrez qu'il y a des conférences sur les questions que ça pose de manière géopolitique, sur la souveraineté et l'autonomie européenne. Donc, et on les a également associés et invités au village de l'Europe. Voilà. Je remercie le service des relations internationales et particulièrement M. Forne, nouveau directeur. J'en profite parce que on a peut-être, voilà, on n'avait pas encore rencontré, vous n'avez pas encore rencontré avec M. Fort, donc qui a animé, coordonné, pour ceux d'entre vous qui suivez le printemps de l'Europe depuis un certain moment, vous savez comment ça se passe, ça se co-construit avec toutes les associations, toutes les institutions, de l'académie jusque tout tissu associatif, tous ceux qui de près ou de loin ont un lien, enfin organisent des événements en lien avec l'Europe ou nos villes jumelées. Donc ça nécessite un lien permanent, une coordination très, très serrée que M. Faure a entretenu, élaboré, parce que s'il y a autant d'événements, c'est qu'il a fallu en plus, après 2 ans d'absence, pas complète, puisqu'il y a eu des visios, etc. On a essayé d'être présent quand même, on ne pouvait pas s'imaginer ne pas fêter l'Europe, mais en tout cas c'est le retour des événements tels qu'on les connaît à Dijon depuis maintenant une dizaine d'années. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de parcourir le programme. Et puis, si vous avez des questions sur tel ou tel événement, en sachant que le focus cette année se porte sur l'année, on est une année croisée, une année culturelle France-Portugal, l'année croisée, donc vous verrez une semaine très riche avec l'association ULF des Portugais de Dijon, une semaine culturelle très riche, très variée, en lien avec la Maison du Portugal, mais pas seulement, avec des événements à l'extérieur. Et puis notre ville jumelée de Guimarães et
la venue d'un chef de Guimarães. Vous allez pouvoir le découvrir dans le programme. C'est aussi une manière de montrer combien on est attaché à nos partenariats, et là en l'occurrence nos jumelages au sein de l'Europe. Quand on peut les faire vivre et participer à la fête de l'Europe, ça prend tout son sens. Et donc avec en particulier Guimarães ou Reggio Emilia en Italie, nous avons un partenariat très fort. Donc là, très axé sur la gastronomie aussi, hein, parce que la culture au sens large, on y inclut la gastronomie. Avec l'arrivée au mois de mai, c'est un mois important avec la Cité internationale de la gastronomie et du vin, où nos villes partenaires, européennes en particulier, seront pas seulement, mais puisqu'ici on parle d'Europe, seront bien entendu au rendez-vous. Bertrand, est-ce que... Oui, peut-être simplement pour préciser pour la... Bonjour déjà, à vous. Une précision sur l'année croisée France-Portugal. On a été labellisé, hein, donc c'est un projet qui est organisé en partenariat avec Guimarães, exactement en miroir. C'est-à-dire que ce que Guimarães va présenter ici, nous allons présenter à Guimarães à l'automne. Et c'est un projet qui a été validé, labellisé et cofinancé par les deux gouvernements français et portugais. Et voilà, donc c'est un projet un peu haut en couleur, puisque c'est une des premières fois en termes de coopération internationale où on travaille ensemble sur la gastronomie. Et le côté intéressant, si vous voulez, c'est que, comme le disait Madame Zivkovic à l'instant, avec un échange entre chefs cuisiniers, on va proposer en fait des rendez-vous, on va portuganiser d'une certaine façon des rendez-vous déjà bien connus des Dijonnais, comme le broche des Halles, le menu des petits ducs ou le menu à 4 mains. Le dîner à 4 mains. Voilà. Donc, en plus, avec l'association ULF, il va y avoir de la musique, de la littérature, des lectures, etc. Mais le côté innovant, c'est vraiment cette partie gastronomique et culture gastronomique là. Voilà. Et puis, pour préciser aussi ce que Mme Zivkovic vous disait à l'instant sur la présence des villes partenaires lors de l'inauguration de la CIGV, donc je peux vous dire que nous avons la confirmation de la présence des maires de Mayence, de Cluj-Napoca, ancien Premier ministre, hein, maire de Cluj-Napoca, et de Prague. Et nous aurons des représentations au niveau maire adjoint de Guimarães, de Reggio Emilia et de Chefchaouen, notre partenaire marocain. Voilà. Donc ça va faire une belle représentation internationale le 6 et le 7, hein, mais ça, j'imagine que vous avez toutes les informations par ailleurs sur la CIGV. On pourra peut-être revenir plus tard sur des points que vous souhaitez préciser. Mais ce qui est important, c'est de voir justement ce que disait Mme Zivkovic, c'est que en fait, le printemps de l'Europe, après 2 ans de flottement, disons, il revient encore plus fort qu'avant, en fait, avec plus 50% d'événements et de partenaires. Il y a des partenaires qui, pour la première fois, rejoignent le dispositif, ici, dont la région, d'ailleurs, la région Bourgogne-Franche-Comté, qui travaille avec nous pour la première fois là-dessus, donc c'est très bien, on est très contents. Mais pas seulement, hein, vous lirez la liste des partenaires qui s'est beaucoup élargie. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé en coordination avec un comité de pilotage, enfin voilà, pour s'harmoniser, chacun restant évidemment responsable et en charge de son activité. En même temps, il y a une coordination qui est plus marquée. Et vous le verrez sûrement sur les événements, aussi une communication qui va être un peu plus marquée, donner un peu une sens de l'identité du programme global quand vous... Alors là, malheureusement, aujourd'hui, les kakémonos ou les bannières sont sous presse, disons. Là, on n'a pas pu les mettre aujourd'hui, mais elles seront là pendant le mois de l'Europe. Alors, lors du village de l'Europe, si vous le connaissez, là, on aura une bonne partie des partenaires présents sur des stands, donc c'est la possibilité pour les scolaires aussi de venir et d'avoir toutes les informations sur la mobilité internationale en particulier, mais pas seulement, avec des ateliers, des activités, l'accueil des élèves du quartier de Fontaine-Douche également, avec la présentation du projet Response. C'est aussi... on n'imaginait pas lors du Printemps de l'Europe ne pas parler de ce projet très concret dans un quartier politique de la ville où là, parce que
à travers toutes ces manifestations, l'objectif, c'est bien de montrer que l'Europe, elle est présente au quotidien et qu'elle apporte des choses dans le quotidien des Dijonnais. Et donc, le projet Response en est une illustration. C'est un projet où la ville de Dijon est pilote, mais un projet européen. C'est grâce à l'Europe qu'on peut le développer, ce projet de rénovation énergétique des bâtiments. Et on souhaite sensibiliser les jeunes générations à l'Europe à travers un projet concret comme celui-ci. Et en particulier, ce qu'on va faire, c'est que sur le village de l'Europe, le 12, donc place François-Rue, on a demandé à nos partenaires, EDF, Enedis et les autres, etc., de venir présenter les métiers de l'environnement, les métiers du développement durable, très concrètement, pour donner envie à ces jeunes de travailler dans le développement durable et en montrant que dans leur quartier, c'est ce qui se passe. Il y a déjà des gens qui travaillent et qui pouvaient être comme eux il y a quelques années et qui aujourd'hui travaillent sur le développement durable et l'environnement. Donc c'est très concret. Oui. Absolument, c'est une approche très importante sur la découverte des métiers, donc à travers les métiers liés à l'environnement, puisque ce sont aussi les métiers de demain, et à travers l'hôtellerie-restauration. Monsieur Durand, ancien et toujours président d'honneur de l'UMI, il y aura une conférence sur les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, c'est à Sciences Po, vous verrez dans le programme. Donc c'est très exactement l'encouragement au métier de la restauration. Donc au niveau européen, une conférence le 13 mai sur le campus de Sciences Po. Donc c'est une manière aussi très concrètement de se dire comment on répond aux défis qui nous concernent tous en Europe, comment on y répond par les partenariats qu'une ville peut tisser avec ses partenaires, mais également les acteurs socio-professionnels, comme par exemple l'hôtellerie, restauration et les branches des métiers. Ce qui est très enthousiasmant d'ailleurs sur ce thème de la jeunesse, parce qu'on a gardé la priorité jeunesse des précédentes éditions, si vous voulez, on l'a renforcée. Et en particulier, ce qui était vraiment enthousiasmant, c'est de voir tous les partenaires qui travaillent à la mobilité des jeunes, donc c'est Léo Lagrange, c'est la région, c'est le rectorat bien sûr, ce sont les écoles, c'est Bourgogne-Franche-Comté internationale, voilà, la Maison de l'Europe, tous ceux qui travaillent vraiment à cette question de la mobilité des jeunes, qui sont vraiment coordonnés pour présenter ensemble ce que vous verrez sur le village d'Europe, et pas seulement, aussi dans des conférences, etc. Il y a vraiment eu une coordination pour la première fois, d'après ce que le rectorat nous a dit, sur cette idée de resserrons le dispositif, renforçons-nous pour apporter plus de services aux étudiants et aux jeunes sur comment ils peuvent compléter leurs études à l'étranger, qu'est-ce que ça peut leur apporter, combien ça coûte, enfin toutes les questions pratiques. Il y a des ateliers qui sont proposés. Donc, encore une fois, c'est la priorité jeunesse, mais dans ce cas-là de plus concret. C'est pas les grands. Il y a des débats intellectuels, mais jusqu'à la livraison, si j'ose dire, des choses très, très pratiques. C'est très varié. Comme c'est la marque du printemps, c'est pouvoir y trouver des informations utiles, concrètes, et puis en même temps réfléchir sur les grands défis de demain, que ce soit le réchauffement climatique, l'emploi, et y réfléchir localement, mais pour y répondre globalement. Alors, cette année, il y a une priorité, un focus sur le Portugal. Ça ne veut pas dire que les autres pays sont absents, bien au contraire, vous verrez dans le programme. Oui. Il y a toujours la semaine du cinéma italien Ciné Voce, il y a toujours le partenariat avec Mayence et la maison Renani Palatina qui est très fort, il y a toujours le dialogue avec York en particulier, grâce à l'OPAD. Enfin, voilà, les autres pays et villes partenaires ne sont pas oubliés, bien au contraire. Mais c'est vrai que cette année, il y a un focus et un coup de projecteur particulier sur le Portugal. Ce sera quoi les enfants, justement, de cette semaine franco-portugaise? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la gastronomie, donc la reprise des projets dijonnais version Portugal. C'est-à-dire que les 8 nuits, par exemple, le menu des petits ducs, ça veut dire que le vendredi, si je ne m'abuse, 4 ou 3 juin,
tous les enfants du primaire de Dijon vont manger portugais sur un menu designé, comme on dit maintenant, hein, par un chef portugais qui échange déjà depuis un mois avec le chef de la cuisine centrale et qui prépare, parce que pour préparer pour 8000, il faut quand même avoir du stock, il faut savoir préparer les recettes, ça s'improvise pas, si vous voulez, hein, c'est de la logistique, hein, je peux vous dire que voilà. Donc il faut préparer tout ça. Pareil pour les menus à 4 mains entre deux chefs, un chef de la CIGV, hein, de la Cité internationale du groupe Épicure, qui va travailler avec le chef portugais pour proposer un menu haut de gamme, disons. Hein, voilà. Les chefs, excusez-moi. Alors le chef, le portugais, c'est le chef Moreira, M-O-R-E-I-R-A, et le chef du groupe Épicure, ce sera Kevin Julien, qui est coaché en quelque sorte par le chef Dansard. Dansard. Ils ont l'habitude de faire des gros volets. Ok. Voilà. Et puis il y a le broche des Halles, où là c'est pareil, c'est le chef portugais qui va proposer des recettes qui seront vraiment comme d'habitude proposées sous les Halles. Hein, le premier brunch des Halles de l'année, ça sera le brunch portugais, le 5, je crois, dimanche 5 juin. Oui. Premier dimanche de juin. Voilà. Alors, vous posez la question, et Portugal, alors c'est pas que ça, c'est aussi des lectures de littérature contemporaine et ancienne classique portugaise, hein, la salle de l'Académie, avec de la musique. C'est toute une série d'initiatives que l'association ULF, que vous connaissez peut-être, hein, l'Union luso-française européenne, voilà, qui est donc la grande association portugo-française de Dijon, et qui travaille beaucoup d'ailleurs, y compris d'ailleurs en nous aidant à la rentrée prochaine à ce que les produits de Dijon soient présents à Guimarães, dans un programme miroir en quelque sorte. Hein. Ce que vous verrez ici en juin, on va le faire là-bas en mi-septembre. Ça, c'est suite au déplacement. Ben voilà encore un résultat concret du lien entre les villes. Lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez de 203, même plus 3 ans maintenant. Oui, c'était bien avant. On a perdu nos repères avec le Covid, peut-être 2 ans avant le Covid. Nous étions déplacés en délégation à Guimarães avec Catherine Petitjean, avec la CPME, etc. Donc, dans nos partenariats, on essaye d'avoir des thématiques qui vivent ensuite, que ce soit entre les acteurs économiques, touristiquement parlant, quand ce sont 2 villes où il y a un échange touristique qui est possible, et c'est tout à fait le cas avec Guimarães. Et donc, le retour de ce déplacement, c'était de pouvoir promouvoir aussi. On a accueilli beaucoup de chefs de Guimarães, beaucoup d'échanges sur la gastronomie des produits portugais, et donc en échange la valorisation de nos produits phares à Dijon et notre savoir-faire gastronomique là-bas. Parce qu'une des particularités des partenaires de Dijon, on parle de Guimarães, on pourrait dire la même chose avec Reggio Emilia ou Mayence, c'est que les grandes villes partenaires de Dijon sont toutes des villes gastronomiques et œnologiques, en fait, viticoles. Pas toutes, mais en tout cas celle que j'ai citée, c'est clair. Reggio Emilia est la capitale gastronomique de l'Italie, hein, le vinaigre balsamique, tout ça vient de là-bas, le Parme, enfin tout ça, ça vient de cette région d'Émilie-Romagne. Guimarães, c'est le berceau d'abord de la culture portugaise, hein, donc en termes de patrimoine historique, c'est de la princesse Anne du Portugal venait de Guimarães. Hein. Ça remonte. Et Guimarães, c'est le berceau du peuple portugais. Et les vins du Douro, la gastronomie portugaise est vraiment très typique de cette région de Guimarães. Donc on a vraiment un dialogue culturel, mais sur la gastronomie et la viticulture qui peut être très, très fécond, en fait, très, très riche. C'est vrai que c'est un fil rouge qui nous relie pas mal entre les différentes villes partenaires. Mayence, c'est pareil, c'est la ville du vin rhénan, hein, allemand. C'est la ville probablement où on mange le mieux en Allemagne, hein, avec des très bons restaurants, etc. Donc il y a vraiment cette... Ça va jaser. Ah non, oui. Je dis moi. On n'est pas très on est chauvin pour nos amis. Voilà, nos villes jumelles, ça c'est sûr.
Voilà. Et comme eux le sont vis-à-vis de nous, hein, parce que voilà. Côté pratique, le petit fascicule est en train de se mettre en ligne sur le site de la ville, parce qu'il y aura des informations complémentaires, c'est ce qu'on vient de me glisser dans l'oreille, parce qu'il y a aussi non seulement des informations complémentaires, mais aussi des réservations à faire pour certaines activités. Absolument, merci de le préciser. Voilà. C'est tout à fait vrai, ça nous permet d'être flexible et au dernier moment, s'il y a des choses qui s'ajoutent, de pouvoir le faire. Ouais, tout est gratuit en principe, sauf un certain nombre de concerts qu'évidemment les opérateurs, et c'est très modique. C'est ça. Voilà, et d'accès, simplement il faut, comme beaucoup de choses qui sont d'accès libre, il faut s'inscrire pour pouvoir être dans la jauge, comme on dit. Juste, vous avez parlé d'années croisées. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pour les lecteurs? C'est dans le cadre, c'est un cadre officiel entre les deux gouvernements, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est au niveau étatique déjà. C'est une année nationale, une année, comment dire, de coopération culturelle, on peut l'appeler comme ça. On appelle l'année croisée. Il y en a une avec un pays différent tous les ans, pratiquement. Et là, c'est au niveau portugais, donc il y a eu plusieurs échanges avec une commissaire générale de cette année qui est en charge au niveau national de faire le lien partout en France avec des événements franco-portugais. Et la même chose au Portugal. Voilà. Donc nous, c'est vrai que ça tombe à point, à pic, avec notre partenariat très dynamique. C'est-à-dire que c'est une décision des deux gouvernements, le ministère des Affaires étrangères des deux gouvernements, et après, ceux qui mettent en œuvre, c'est l'Institut Camões pour le Portugal, qui est l'institut qui promeut le Portugal à l'étranger, en résumé, et puis pour nous, c'est l'Institut français, qui est l'opérateur. Voilà. Donc chacun a désigné un commissaire qui regarde les projets, les labellise ou pas, et les cofinance ou pas. On a eu l'occasion récemment d'avoir les 27 ministres du tourisme, dont la personne qui s'occupe du Portugal, qui était venue nous voir, et qui avait eu la délicatesse de nous faire une petite interview juste avant de rentrer dans la salle. Donc voilà, c'est juste une petite précision. Ah oui, merci de le rappeler. C'est vrai que cette rencontre au sommet était importante, avec la présence de ministres aussi plénipotentiaires. Et c'est vrai que la représentante du Portugal était ravie de voir combien Dijon avait un lien fort avec sa ville jumelle de Guimarães. On le doit aussi beaucoup à la Maison du Portugal et à l'association ULF qui est très active, qui fait vivre toute l'année aussi ce partenariat, qui a des échanges sportifs de jeunes ou avec le Portugal et bien sûr en particulier avec Guimarães. Et on l'a vu aussi au moment où se discutait l'arrivée à Dijon de l'OIV. Le Portugal était un des alliés les plus fervents de l'installation de l'OIV à Dijon. Vraiment un soutien dès le départ très, très franc, très chaleureux. C'est vrai que dans le réseau, tu viens de le rappeler Bertrand, nos partenariats, nos jumelages sont utiles aussi des fois dans des soutiens sur des candidatures. Quand il y a plusieurs pays autour de la table, chaque voix compte. Et donc souvent, entre villes partenaires, on se soutient, on se conseille. Si une ville est passée et a déjà candidaté, je ne dis pas par exemple capitale de la culture, capitale de la jeunesse, eh bien on échange sur le sujet et on se dit cette fois-ci, comme on se connaît bien, que les villes connaissent les particularités des unes des autres, ça nous permet de pouvoir peser quand c'est possible sur les choix européens. Pour illustrer ce que Mme Discoli vient juste de dire, en ce moment même, Dijon est candidat à un programme européen qui s'appelle la mission 100 villes neutres pour le climat en 2030. C'est un programme européen qui va sélectionner donc 100 villes européennes qui serviront en quelque sorte de locomotive dans la transition énergétique. Eh bien, Dijon a demandé de l'appui à ces villes partenaires, et à la fois dans le programme Response, mais aussi les villes partenaires jumelles. Et hier, par exemple, on a eu la confirmation que Cluj, qui est aussi candidate, va faire un communiqué pour soutenir la candidature de Dijon. Et comme nous, on va évidemment
soutenir eux aussi. Bruxelles l'a fait récemment, qui est partenaire dans Response. Ouais. Donc on souvent, y compris la presse, s'interroge sur à quoi ça sert les jumelages. Voilà. Ben là, c'est un exemple concret. Les jumelages, ça sert à s'appuyer, à s'entraider mutuellement quand il y a des candidatures qui permettent de réaliser des projets européens. Ça, c'est un délivrable, comme on dit, très concret, et dont aujourd'hui on a l'illustration avec cette candidature sur la mission 100 000, qui illustre exactement ce que je disais. Voilà. Parce que nous, on y croit, on entretient les liens, et du coup, c'est forcément payant. On n'a pas de mal à justement obtenir des soutiens. Et puis des fois, on obtient des résultats. Comme par exemple, si on reparle de Mayence, vous savez qu'on a un cursus Dijon-Mayence qui marche très très bien, universitaire, le double diplôme. Eh bien, il a été un peu à l'origine de l'impulsion de l'université, de l'obtention de l'université européenne, le projet Forzen, que l'université de Bourgogne a décroché. Tout est parti d'une discussion, d'une délégation, pareil, que j'ai menée à Mayence avec l'université, pour aller voir l'université de Mayence, avec le maire de Mayence, pour dire, ben voilà, ça vaut vraiment le coup d'essayer, même si on était face à des spots européens comme la Sorbonne, comme on se disait, qu'est-ce que Dijon, l'université de Bourgogne, comment est-ce qu'on va arriver à exister? Mais justement, c'était fait pour ça. Ces regroupements, ce projet national et européen, c'était de dire, capitalisons sur les échanges qui marchent bien pour permettre à des étudiants à travers tout un cursus, de pouvoir voyager, étudier et obtenir des diplômes dans divers pays européens. Alors dans des matières bien ciblées, là c'est plutôt les sciences humaines, la sociologie, mais demain ça peut se multiplier sur d'autres. C'est déjà très bien d'avoir décroché ce projet. Et donc à partir de Dijon-Mayence se sont greffées les autres universités bien plus largement. Pour redonner du contexte là-dessus, tout ça c'est la suite du discours de la Sorbonne du président de la République pour remplacer en fin 2017, après son élection, il a fait un discours à la Sorbonne appelant de ses voeux à la création d'universités européennes. Et donc c'est parce qu'il y a eu des catalyseurs comme ce programme commun entre les deux universités de Bourgogne et de Mayence a germé l'idée d'une alliance qui deviendrait une université européenne. Et ce programme Forzen qui a été bâti, aujourd'hui est cité en exemple comme une des plus belles réussites justement d'universités européennes, parce que ça fonctionne déjà, ça tourne. Alors maintenant il y a 10 universités qui ont rejoint le partenariat, et qui est extrêmement... Je vous renvoie simplement à la communication que fait en ce moment l'UB, qui communique beaucoup là-dessus, sur les réseaux, etc. Parce qu'on va accueillir la prochaine réunion du partenariat Forzen en octobre prochain, ici, dans le cadre des 300 ans de l'UB, etc. Mais donc, tous les partenaires du consortium Forzen, il y a Valencia, il y a Agder en Norvège, il y a Sibiu en Roumanie, il y a 10 universités qui se tiennent la main pour la mobilité des étudiants et des professeurs, pour la recherche, etc. Voilà. Mais je vous renvoie à la communication qui a été très bien faite de l'UB là-dessus. Évidemment que les villes de résidence des universités accompagnent, portent, soutiennent. Je reviens sur l'Ukraine. Vous avez dit que le printemps de l'Europe, enfin les associations qui viennent quand même à l'Ukraine seraient associées au printemps de l'Europe. Ma question c'était de savoir comment, et je voulais savoir si vous avez parlé de Cluj. Pardon. Oui, mais je peux prendre la question. Merci. Et savoir où en est l'aide pour Bourg-Cluj qui a été apportée par la ville. Oui, alors comme vous le savez, je vais peut-être prendre rétrospectivement, oui, tout est... Pour illustrer, là encore, l'utilité du partenariat, on s'est dit que comment être utile au mieux aux réfugiés ukrainiens. On a très vite discuté avec Cluj, qui était en première ligne sur l'accueil des réfugiés, puisque pays frontalier.
Et donc, on a voté donc, et à la ville et à la métropole cette aide qui a été d'un grand secours et d'une grande utilité, hein, puisque M. Bock, qui sera présent pour le 6 mai, donc il aura l'occasion sûrement d'en reparler, mais il avait envoyé déjà une vidéo pour remercier lors du conseil municipal. Et ensuite, on avait préparé cette aide. Concrètement, comment ça s'est passé? Avec le maire. Le maire a eu un échange par visio avec M. Bock, puis il lui a demandé très concrètement ce dont il avait besoin. Ils sont tombés d'accord sur le fait qu'il valait mieux envoyer une aide financière pour qu'ensuite eux puissent sur place se fournir en moyens. C'est-à-dire que tout ça c'est suivi évidemment, hein. Ils ont envoyé une liste de besoins qu'ils avaient la somme de 60 000 € hein, que le conseil municipal a voté a été envoyée là-bas, c'est reçu. Et depuis une semaine après le vote du conseil, c'était déjà là-bas. Hein, donc, et ça a permis concrètement d'accueillir des réfugiés à Cluj, qui est à 150 km de la frontière ukrainienne, quand même, donc, la première grande ville en fait après la frontière, et aussi à Cluj d'aider des villes ukrainiennes qui sont sur la frontière, donc du côté ukrainien, et des villes moldaves aussi, parce que la Moldavie, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le pays le plus pauvre d'Europe, hein, et qui accueille des centaines de milliers d'Ukrainiens. Et donc Cluj est en partenariat avec des villes moldaves. Et donc voilà, on agit par procuration en quelque sorte pour aider les Ukrainiens à travers Cluj. Et ça c'est déjà à l'œuvre, c'est déjà concret, c'est déjà... voilà. En plus, comme disait Mme Zivkovic, il y a eu du soutien via aux associations dijonnaises de soutien de solidarité avec l'Ukraine. Il y a eu du soutien à la Croix-Rouge internationale, du soutien au Secours populaire international, Secours populaire français, et puis aussi un soutien à l'aide nationale française, qui est par un fonds qui s'appelle le FASECO, qui est le fonds mis en place par les affaires étrangères, qui coordonne tout ça. Donc l'argent a été envoyé et il a déjà été entièrement utilisé. Pour Cluj. Donc c'est 2 fois 60 000? Non, c'est une fois 60 000. Le Printemps de l'Europe, 17 lieux dans la ville, ou approximativement aux alentours, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que l'apogée, ce sera l'inauguration du village de l'Europe le 12 mai? Puisqu'il y a énormément de choses différentes. Je viens de lire le petit fascicule, de 9h à 17h. Est-ce qu'on peut dire que ce sera vraiment l'apogée où on pourra tout retrouver, différentes actions, avec différentes choses, et toujours du 4 mai au 6 juin sur les 17 sites que vous avez en proposition dans le petit fascicule? Le 12 mai, c'est l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'acteurs. Bon, tous ne seront pas forcément présents le 12 mai sur le village de l'Europe, mais en tout cas, comme on le disait avec M. Faure, c'est l'occasion surtout pour les jeunes d'avoir des réponses concrètes. On l'a mise, comment dire, on oriente ce village tous les ans, surtout sur la mobilité des jeunes. Il y a Sciences Po aussi qui nous accompagne depuis le début, c'est un peu leur cœur de métier, je dirais. Donc, avec des étudiants présents qui illustrent voilà, ce que c'est qu'aujourd'hui d'étudier à Dijon en étant originaire des pays d'Europe centrale, orientale. Et c'est ces jeunes-là qui construisent l'Europe de demain, et ça permet aux scolaires de s'organiser, de venir, ou aux jeunes comme ça qui passeraient. C'est pour ça qu'on a souhaité, au-delà du village de l'Europe, c'est vrai que c'est le lieu traditionnel de ces rencontres-là sur la mobilité des jeunes, aussi un temps d'échange à la maison phare, hein, dans le quartier de la Fontaine-Douche, pour aussi essayer de sensibiliser peut-être les jeunes qui sont voilà, peut-être plus éloignés de cette mobilité, ou aller aussi dans les quartiers politiques de la ville, parler d'Europe et d'opportunités pour la jeunesse. Et pour en revenir à l'Ukraine, il y a aussi un événement, un hommage à l'Ukraine, donc on peut aussi le citer, le samedi 21 mai,
où se sont associées l'École nationale supérieure d'art, l'ENSA, l'École supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté et Sciences Po, justement, pour évoquer l'Ukraine à partir d'une perspective qu'ils partagent chacun et, sur la culture et les arts, sur les humanités, ce qui est là aussi le cœur de cible de ces établissements d'enseignement supérieur. Sur le village de l'Europe, tous les partenaires n'ont pas un stand, il n'y a pas la place. La place du Barouzet, c'est pas assez grand pour pouvoir mettre 30 stands. Donc il y a une dizaine de stands, vous savez, les petites tentes là, qui seront là. Voilà. Chacun avec des ateliers, etc. Mais c'est aussi le moment où même ceux qui n'ont pas de stand, parmi les 30 partenaires en fait, de ces 50 événements tout au long du mois, ils seront sur la place. Voilà. Donc vous pourrez retrouver tous les partenaires, mais ils n'auront pas tous un stand, c'est ça que je veux dire. Par contre, il y aura un stand qu'on a réservé aux associations dijonnaises de solidarité avec l'Ukraine. On leur a proposé, là on est en train de voir avec eux, on espère qu'elles sont toutes là, présentes. On leur a proposé en tout cas de tenir un stand. Voilà, on leur a proposé, on est en discussion avec eux en ce moment pour voir les modalités. Oui, ça permet à toutes les personnes, par exemple, qui accueillent des Ukrainiens ou des Ukrainiens eux-mêmes, de se retrouver et puis d'avoir des informations aussi. Vous avez parlé mobilité, jeunes, justement, est-ce qu'avec le recul, vous savez quelle est la destination qui est prisée par les jeunes Dijonnais qui veulent aller faire leurs études à l'étranger, ici à Dijon, avec le recul? Il y a deux types de mobilité. Il y a la mobilité encadrée et la mobilité individuelle. Quand c'est encadré, la majorité, c'est avec l'Allemagne. Et en individuel, c'est beaucoup plus ventilé, si je veux dire. Voilà. Donc c'est beaucoup qui vont en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique et aux Pays-Bas, en Espagne. Voilà. Mais là, il n'y a pas vraiment de... Ça dépend des années, ça dépend des... La crise du Covid a vraiment perturbé les choses. Il y en a beaucoup qui allaient au Canada, au Québec aussi. Donc, et quelle est la différence entre encadré et individuel? Encadré, c'est-à-dire que c'est dans le cadre d'un échange résultant d'un partenariat entre deux universités, entre Erasmus, par exemple, c'est un programme de mobilité encadré. Individuel, c'est quand un étudiant s'inscrit dans une autre université et qui va sans demander à personne. Ce sera mon premier printemps d'Europe. Je voulais savoir, on a quelle édition cette année? Non, on a fêté les 10 ans il y a... on a... Oui, mais 10 ans, mais en fait, en 10 ans, on n'a fait que 7, puisqu'il y a des éditions. Oui, alors voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et donc c'est la 8e édition. Avec le Covid, ça a un peu tout bousculé. Oui, parce que c'était des demi-éditions en ligne, etc. Donc est-ce que c'est une vraie édition ou pas? C'est pas la même chose. Et la guinguette, un autre événement du coup, la péniche cancale, c'est un rendez-vous qui... C'est festif. Oui, d'année en année. Et qui fait écho d'ailleurs à un autre partenariat qui s'appelle le projet de réseau Jazz France-Balkan, qui est un projet soutenu par les affaires étrangères aussi, et qui nous aide à créer un réseau de professionnels du jazz dans les Balkans et en France. Et avec Zutik, avec Média Production, avec la péniche sociale, etc., ils rencontrent des partenaires des Balkans et en particulier des concerts qui sont déjà prévus cette année et dans les années prochaines, résultent de ce partenariat. Média Musique aussi, dans le cadre du Jazz dans la ville. Vous pouvez voir un concert Jazz dans la ville, ça va être avec un groupe d'Albanie. C'est ça. Voilà. Donc c'est un projet qui vise à soutenir les industries culturelles, comme on dit, de la région, du territoire, dans ce qu'elles font, comme créer un réseau. Moi, si je peux me permettre, je vais rajouter un tout petit mot derrière mes illustres collègues. On va avoir
une lumière puissante sur Dijon tout au mois de juin. Du fait qu'il y a quand même la première conférence de presse qui s'est faite à Paris au niveau de la Cité de Gastronomie, il y avait plus de 140 journalistes. Donc Dijon, Cité de la Gastronomie, Dijon, capitale du vin, capitale mondiale du vin, capitale presque de l'Europe. Je pense que là, les 15 premiers jours de mai vont être assez puissants sur Dijon. Et je compte sur toutes les forces vives de Dijon pour qu'on représente notre ville à l'international comme elle doit être représentée. Au niveau de mes collègues restaurateurs que je côtoie au quotidien, je peux vous dire qu'ils sont très fiers, sachant qu'on a quand même une concentration, je n'aime pas trop le mot, mais un groupement d'étoilés Michelin sur Dijon, qui est le 2e de France derrière Lyon, sachant que Lyon, on connaît les avatars de la Cité de la Gastronomie de Lyon, où là, on va revenir sur ça, les égos mal placés ont sabordé le navire, mais Dijon sera autre chose. Donc, le message que j'essaie de faire passer, c'est que pendant tout au long de l'année aussi, on est éclairé, mais là, pendant les 15 premiers jours du mois de mai, on va avoir vraiment une recrudescence d'informations sur Dijon, sur la beauté de Dijon, et tout ça, grâce, il faut le dire, grâce à M. le maire, déjà en premier, parce que et puis ces éminents représentants et collègues qui ont œuvré depuis très longtemps pour que l'OIV et la Cité de Gastronomie et du Vin puissent faire rayonner Dijon sur toute l'Europe. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment la presse internationale, d'Yvette, le New York Times, c'est quand même pas rien, qui font des articles sur la CGV, sur la gastronomie, etc. C'est assez inspirant. Et nos villes partenaires qui lisent leur presse nous disent on ne pensait pas que ça serait so big, comme ils disent à Dallas, et ils nous ont dit oh, I didn't know it was so big. Alors ça allait être vraiment quelque chose d'important. C'est bien d'avoir conclu sur un... C'est vrai que c'est... Mais je fais ce qu'il te plaît, sauf de ne pas venir à Dijon. À partir du moment où vous êtes emmené à Dijon, on fait ça. Exactement. L'instant où vous êtes à Dijon. À partir du moment où on fait ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.